Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Après la démission de Justin Trudeau autour de Macron, le complotiste, 135 € pour un bonnet jaune. Avant de traiter ces deux informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Michel C, Richard Tellman, Françoise Léburgère, Yann Penaud, Thierry V, François Colna, ma chère Annie C et Bernard Carré. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre fidélité. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. Au moment où je tournais hier, une rumeur enflait sur les réseaux sociaux. Trudeau allait démissionner. Quelques heures après, ce 6 janvier, Trudeau apparaît, la mine grave. Il annonce sa démission. Malgré tous les efforts, le Parlement est paralysé depuis des mois. C'est pourquoi j'ai l'intention de démissionner. Oui, c'est un précédent dangereux pour Emmanuel Macron. Vous pouvez imaginer comment la joie est immense au Canada. Dehors le Trudeau, le cauchemar est terminé. Mais quelles sont les vraies raisons de sa démission? Eh bien, quand on écoute Trudeau, c'est qu'il n'avait plus la majorité au Parlement. Ce n'est pas véritablement une raison, c'est plutôt une conséquence de sa politique qui lui a fait perdre les élections. Cela fait 2 mois que son propre parti exige sa démission parce qu'il était devenu un boulet pour son propre camp, les libéraux. Avant Noël, souvenez-vous, je vous en avais parlé, Trudeau annulait tous ses rendez-vous de Premier ministre. On devinait que sa démission était proche. Vous pourriez me dire, certes, ce sont des mécanismes politiques, mais quelles sont les vraies raisons du départ de Justin Trudeau? Les vraies raisons? Eh bien, elles sont simples. Les Canadiens rejettent la politique de Trudeau et ce qu'il incarne, le multiculturalisme, le wokisme. La société canadienne était devenue une sorte de prison. Les Canadiens constataient également que cette politique d'accueil des migrants engendrait une explosion de la délinquance et de l'inflation. Et puis les Canadiens n'ont pas oublié sa gestion de la pandémie et du convoi de la liberté. Bref, comme aux USA, les Canadiens voulaient tourner la page woke. Il suffit pour s'en convaincre de voir qui est en tête dans les sondages. Pitbull, populiste, anti-woke, Pierre Poilièvre, le Trump canadien. Après l'annonce de la démission de Justin Trudeau, son rival conservateur, qui bat tous les records de popularité, semble le mieux placé pour lui succéder. Et c'est ainsi un peu partout dans le monde. Biden, Breton, Scholz, Sunak, Trudeau vont être remplacés par des conservateurs. Macron pourra-t-il résister à ce printemps des peuples, à cette révolution conservatrice? Lorsqu'on écoute sa dernière prestation, cela fait presque aucun doute. Il s'attaque ni plus ni moins à Elon Musk. Macron accuse Elon Musk d'ingérence électorale. Qui l'aurait cru si on nous avait dit que le propriétaire de l'un des plus grands réseaux sociaux au monde soutiendrait le nouveau mouvement réactionnaire international et interviendrait directement dans les élections? Cette déclaration lamentable a été prononcée à la conférence des ambassadeurs ce lundi 6 janvier. Cette conférence a pour but de fixer le cap de la diplomatie française. Et nous avons un Macron en roue libre, nerveux, racontant n'importe quoi. Et puis, ce qu'il aurait cru est stupéfiant. Non seulement cela montre que notre poudré ne comprend rien à son époque, mais aussi cela traduit sa bêtise crasse, son absence des connaissances des us et coutumes diplomatiques. Il semble être fier de son amateurisme. Macron donc, une fois de plus, fait son kéké en voulant faire parler la poudre contre Elon Musk. Eh bien, il va être servi. Réponse d'Elon Musk. Oh, comme cette fois où Starmer a appelé Donald Trump un raciste et a déclaré que le gouvernement britannique devrait tout faire pour l'arrêter, ou lorsque Starmer a envoyé des membres du Parti travailliste britannique faire campagne aux États-Unis contre le président Trump cette année. Et une fois de plus, Macron devient la risée des réseaux sociaux et de la presse du monde entier. Le discours dramatique de Macron, présenté comme une préoccupation diplomatique,
notez l'ironie, révèle sa peur de la transparence et de la responsabilité. Au lieu de s'attaquer à l'économie en ruine ou aux politiques défaillantes de l'Europe, il s'efforce de faire taire les voix qui remettent en question son discours fragile. Il faut en effet rappeler que Macron s'adresse à des ambassadeurs et le poudré raconte n'importe quoi, causant des impairs diplomatiques que ces mêmes diplomates devront réparer. Ce discours est un délire d'halluciner. Macron parle d'ingérence étrangère en utilisant la fake news sur la Roumanie, où il a été prouvé que les fermatrolls TikTok ont été payés par le parti au pouvoir pour faire monter la candidature de Georgescu pour affaiblir l'opposition. Le complotisme autorisé du poudré a fait réagir le député roumain Victor Ponta du PSD. Si Macron a des preuves claires concernant les ingérences et manipulations électorales de la Russie lors des élections de 2024, je pense qu'il est obligé de nous les communiquer afin que nous puissions prendre des mesures légales et nous défendre. S'il n'a aucune preuve et répète simplement des propos au doigt mouillé, alors c'est lui qui essaie de promouvoir des ingérences et manipulations électorales en Roumanie. Et il doit cesser immédiatement. Il n'est pas acceptable que des gens d'autres pays nous disent comment voter en Roumanie. Il est déjà suffisant qu'il nous ait obligés à avoir Iohannis comme président. Oui, ça suffit. C'est là où l'on mesure, une fois de plus, l'immaturité d'Emmanuel Macron. Il a joué avec ses accusations d'ingérence et cela lui est revenu en pleine face comme un boomerang de la part de Musk et des Roumains et d'autres pays. Attitude méprisante, propos erronés. Le Tchad et le Sénégal dénoncent les propos tenus par Emmanuel Macron. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose de nouveau dans la présentation de cette information ? Vous avez trouvé ? Eh oui, BFM débunk les mensonges d'Emmanuel Macron. Là, ça sent vraiment la fin pour Emmanuel Macron. Mais on va revenir sur cette notion d'ingérence. Si un gauchiste parle d'ingérence d'Elon Musk, rappelez-vous cette réponse de Geoffroy Lejeune. Si tu avais été vent debout contre l'interventionnisme de Soros depuis 10 ans, tu serais fondé à dire qu'Elon Musk, c'est insupportable. Soros ne finance pas que quelques ONG, il finance beaucoup d'ONG qui ont noyauté les institutions européennes, dont certains des membres deviennent des juges de la Cour de justice européenne. Sur le plan juridique, tout ce qui s'impose à nous est directement décidé par des gens qui les ont financés. Et il ne faudrait pas oublier non plus Bill Gates. Le journal Le Monde a reçu 4 millions de dollars, nous étions en 2022, de la part de la fondation Bill Gates. Mark Daoud, directeur de la publication du magazine Nexus, dévoile les méthodes de censure des médias. Il ne faut pas oublier que le journal Le Monde a défendu les pschouts, et notamment ceux du milliardaire américain. Également en Allemagne, ce sont toutes les organisations dans lesquelles Bill Gates investit en Allemagne. Mais bien sûr, Elon Musk s'immisce dans la politique allemande. Et si nous revenons au cas français, nous savons que les multinationales américaines ont leur ronde serviette à l'Élysée. McKinsey, Pfizer, BlackRock. Ces sociétés d'ailleurs peuvent compter sur une agence, l'Atlantic Council, bras armé de l'ingérence américaine, pour coordonner leur efficacité auprès d'Emmanuel Macron. Pensez, cette agence a imposé des ministres à Emmanuel Macron, oui, comme Benjamin Haddad, formé par l'Atlantic Council. Et oui, pour défendre leurs intérêts, les US forment les leaders de demain. Vous connaissez l'Académie des futurs leaders ? Un centre de formation cofinancé par Soros où l'on retrouve comme intervenants François Hollande et Rima Hassan et parmi les élèves la gilet jaune Priscilla Ludowski ou le boulanger Ravaclé. Emmanuel Todd sur le sujet. Emmanuel Todd observe qu'Elon Musk, c'est le type qui conchit les Allemands et les Anglais. Mais la vérité, c'est que c'est ce que pensent les géopoliticiens américains des Européens. Les Américains nous méprisent pour notre servilité. Et cela dure depuis la création de l'Union européenne. Le saviez-vous ? Le traité de Rome, acte fondateur de l'Union européenne, serait né lors d'une réunion du groupe Bilderberg dans les années 50. Aujourd'hui, ce groupe est décrit comme un cercle d'influence qui sélectionne les futurs hauts dirigeants de notre monde. Je vous mets la vidéo dans ma description, comme par exemple Édouard Philippe. Le Bilderberg au Portugal a choisi son prochain poulain. La préparation des consciences commence. Médias, manipulation de masse.
vous avez l'explication pourquoi c'est si difficile de faire bouger les choses en France. Les leaders d'opinion, les syndicalistes, sont formés par Soros. Quant aux hauts dirigeants, ils sont formés par la Bilderberg ou le World Economic Forum. Et vous avez aussi une autre explication. Lorsqu'un mouvement se crée et que des leaders se lèvent contre Emmanuel Macron ou le pouvoir européen, ils tremblent tous. Les dealers de quartier qui pourrissent la vie du monde depuis 30 ans n'ont pas le droit à ce traitement de faveur. On se croirait au Chili. Pourtant, à l'époque de Pinochet avec Bayrou, nous manifestions avec Bernard Stasi contre cette dictature. Vraiment les mêmes images. Comment est-ce possible? Bayrou est-il le chef de ce gouvernement? Il faut bien comprendre pourquoi ces politiques ont peur. Parce que d'habitude, lorsqu'il y a un mouvement paysan, eh bien, le délégué syndical de la FNSEA passe sur tous les plateaux de télévision, il fait son mariole en expliquant que trop c'est trop, non, là cette fois-ci, ils ne céderont pas. Et puis, une semaine plus tard, ce délégué syndical signe un accord avec le ministre en expliquant à ses troupes, eh bien, qu'il est temps de rentrer à la maison. Ce scénario, vous le connaissez, il a été utilisé plus d'1 millier de fois depuis 40 ans par nos politiques. Et pas seulement avec les paysans, mais avec toutes les professions, infirmiers, restaurateurs, professeurs. Oui, les chefs syndicaux ont été choisis par les européistes. Mais là, c'est différent. Les membres de la coordination rurale sont dans l'ensemble des souverainistes. Et ils refusent de jouer cette mascarade. C'est la raison pour laquelle ce gouvernement panique et sombre dans la répression la plus ridicule. Depuis ce matin, toute personne portant un bonnet de couleur jaune dans Paris est verbalisée d'un PV de 135 € par la police politique du régime. Cette information est corroborée par les journalistes et par Christian Convert, responsable de la coordination rurale. Quand on vient manifester, il nous faut un avocat derrière pour contester toute la procédure. Là, on a une centaine de PV à contester. De toute façon, c'est fait pour nous essouffler. 135 € pour port d'un bonnet jaune. À cette amende délirante s'ajoutent les OQTP. Qu'est-ce que c'est que les OQTP? Moi, je suis sur une OQTP, obligation de quitter le territoire parisien. C'est ce que l'on m'a dit à la sortie de la garde à vue. J'ai dit, eh bien, vous me reprendrez demain car je ne le quitterai pas. Je devais être responsable des actions. Il y a de quoi être mort de rire. C'est un peu triste quand même. La situation est résumée par Mercadal. Pour 150 paysans, vous avez 1000 ou 1500 forces de l'ordre. Bruno Retailleau a même annoncé que si on continuait, il envoyait l'armée. Si vous vous baladez avec un bonnet jaune dans Paris, c'est 135 € d'amende. Là, on est traité pire que des bandits. Je ne comprends pas à quoi joue le gouvernement. Pour les problèmes d'insécurité, il n'y a personne. Et pour des paysans qui veulent sauver la souveraineté alimentaire de ce pays et arrêter la boucherie, on déploie des centaines de milliers d'euros de budget. Depuis hier soir, on a des hélicoptères au-dessus de nous qui nous surveillent en permanence. Cochon laineux, Mercadal dénonce la folie répressive du gouvernement envers les agriculteurs. Voilà, la police envoyée lors des émeutes de Racaille, la police envoyée par les agriculteurs. Bruno Retailleau a donc organisé des intimidations, des amendes illégales de 135 €, des arrestations et des paysans qui sont bloqués par des milliers de forces de l'ordre. Et notez que ces paysans n'ont plus le droit de manifester, même pacifiquement. Eh bien, je vous le dis, cette coordination rurale a gagné. Et oui, elle a gagné. Elle a montré le vrai visage de ce gouvernement. Et elle a gagné surtout la principale bataille, celle de la communication. Et cerise sur le gâteau, cette fois-ci, les médias sont dans l'ensemble bienveillants avec nos paysans. C'est la raison pour laquelle Bruno Retailleau perd ses nerfs, son image se dégrade d'heure en heure dans les médias du fait de cette répression, et il n'est même plus dans le classement des personnalités préférées des Français. Un vrai naufrage. Vivement qu'ils dégagent tous comme Trudeau. International, front à l'Est, Titelman. Kursk. Les Ukrainiens ont progressé de 2,5 km en profondeur. C'est très largement supérieur à ce que faisaient les Russes dans le passé. C'est un basculement, déclare Xavier Titelman. Comment peut-on désinformer à ce point et avec un tel aplomb? Les Russes ont progressé par centaines de kilomètres carrés depuis quelques semaines. Et sur LCI, des experts en carton-pâte racontent absolument n'importe quoi en permanence.
il y a bien un basculement, c'est celui dans la fake news. Bon, il y a bien eu une contre-offensive ukrainienne qui a un peu progressé dans la poche de Koursk. Mais d'après les informations que nous avons, elle a été très vite arrêtée. Mais cette intervention de Titelman, dit l'hôtesse de l'air de LCU, est fort intéressante. Oui, c'est un cas d'école de propagande. Vous avez d'abord, primo, le lieu, LCU, temple de la propagande atlantiste. Secondo, l'expert sélectionné comme Soros sélectionne ses leaders, c'est-à-dire pour être servile à la propagande. On sait déjà qu'il va raconter n'importe quoi. Et puis il y a le moment. Grosse victoire russe, j'y reviens dans un instant. Lorsque j'ai visionné cet extrait, j'ai su à l'instant que la Russie avait remporté une victoire décisive. C'est une question de symétrie dans la communication. Il faut absolument détourner le spectateur de l'information principale par de l'accessoire. Et j'imagine que cette offensive kievienne répondait également à cet objectif. Remarquez que c'est la loi de la propagande ordinaire. À chaque grande victoire russe, LCU détourne l'attention par une info TikTok. Mais quelle est cette grande victoire russe? Le Figaro. Guerre en Ukraine, la Russie revendique la conquête de la ville de Kourakovo, forteresse du Donbass. Dans le même temps, les forces russes contrôlent une partie croissante, voire la majorité des deux autres villes, Toretsk et Chassivyar, et abordent dangereusement celle plus imposante de Pokrovsk. Ce pauvre Titelman s'est fait ridiculiser par des journalistes du Figaro. C'est dire. Avdivka en février, New York en août, Krasno-Horivka et Ukrainsk en septembre, Vuhledar et Solidovo en octobre. En plus de dizaines de villages et de 3400 km² du territoire ukrainien, les Russes auront conquis en 2024 6 villes d'Ukraine qui comptaient avant la guerre plus de 10 000 habitants. Et en ce début d'année 2025, ils viennent de revendiquer la libération de Kourakovo. Le ministère russe de la Défense a estimé ce lundi que cette conquête permettrait de s'emparer du reste de la région de Donetsk à un rythme accéléré. Le site Deep State Map, proche de l'armée ukrainienne, et la majorité des autres cartographes qui géolocalisent les images du conflit confirment la prise quasi totale de la petite ville industrielle du Donbass qui comptait 18 000 habitants avant le déclenchement du conflit. Mais il faut bien comprendre pourquoi la perte de Kourakovo est un désastre pour l'Ukraine. Premièrement, l'Ukraine a perdu désormais tout le contrôle du secteur minier qui était le poumon économique du pays. Et l'armée russe a reconquis à peu près toutes les villes et va désormais progresser dans les plaines. Lorsque vous n'avez pas d'aviation, c'est quasi indéfendable, et c'est le cas de l'Ukraine. On a cessé de le répéter depuis 4 mois. La Russie a gagné la guerre. Et aujourd'hui, tous les analystes sont à peu près d'accord avec cette réalité, à l'exception de Titelman. Emmanuel Todd sur le sujet. Trump est victorieux dans les urnes, mais dans une société qui part en morceaux. Il va passer dans l'histoire comme le président de la défaite des États-Unis. Son travail va être de gérer la défaite de son pays face à la Russie, estime Emmanuel Todd, invité de Point de vue. Autre point très important, les dirigeants qui sont responsables de cette défaite militaire ont été chassés pour la plupart. Il en reste 2, Macron et Pustula. Mais l'un comme l'autre, ils sont mal en point. Et pour Pustula, c'est physique. Elle a une pneumonie et elle n'a pas pu se rendre à l'audience du 6 janvier qui devait statuer sur ses liens avec l'industrie pharmaceutique. Compte rendu. Le procès contre Ursula von der Leyen s'est déroulé comme prévu. 3 points en discussion. L'immunité s'applique-t-elle dans ce cas? Le parquet européen peut-il retirer cette affaire au tribunal correctionnel de Liège? L'affaire est-elle recevable? Décision le 20 janvier. C'est une date intéressante parce que c'est le jour de l'investiture de Donald Trump. Et d'ailleurs, c'est officiel. Le vice-président élu J.D. Vance quitte le Capitole des USA entouré d'une armée de policiers et d'agents des secrets services après la certification de la victoire historique du président Donald Trump à l'élection. Voilà, il ne reste plus que 2 semaines avant l'investiture de Donald Trump. Nous sommes le mardi 7 janvier et en Russie, c'est Noël. Joyeux Noël à tous nos frères orthodoxes qui suivent, vous le savez, le calendrier julien alors que nous suivons le calendrier géorgien. Vladimir Poutine célèbre Noël dans l'église Saint-Georges le Victorieux sur la colline Paklonaya.
Il est temps désormais d'ouvrir la page fantaisie. Les migrants, c'est une bonne affaire. L'association Coalia accueille et héberge des migrants. Elle a reçu 148 millions d'euros de l'argent de nos impôts en 2022. Son directeur, mis en examen pour escroquerie, recel, blanchiment, corruption, il a détourné 12 millions d'euros. Ne rigolez pas, comme disait Coluche, c'est avec notre pognon. L'État vous prend dans une poche et vous prend dans l'autre poche. La loi anti-gueux sur les ZFE a détruit la valeur des véhicules interdits invendables. Jamais une décision politique ne s'était attaquée aussi durement à l'épargne des manants, la valeur de leur automobile. Mais on s'en moque, ce sont des gueux. Racontez ici de combien on vous spolie. Et pendant ce temps, nous avons à Matignon un Premier ministre rêveur. François Bayrou, l'art d'être Premier ministre en passant à côté des enjeux pour la France. Mayotte, il s'en moque. C'est moins stressant, la mairie de Pau. L'agonie des agriculteurs, il s'en moque. Il leur envoie les blindés. Les ZFE, il s'en moque. Ces salauds de pauvres n'ont qu'à changer de véhicule. Le déficit de 3 000 milliards, il s'en moque du moment qu'il peut prendre le jet de fonction pour aller au conseil municipal de Pau. Mais qu'y a-t-il dans ce dossier bleu tout neuf? Le menu de son repas avec l'archer évoqué. En tous les cas, recevoir les agriculteurs, ce n'est pas une urgence pour lui. Ingérence. C'est scandaleux ces milliardaires qui font de l'ingérence. Raphaël Gluglu, le patron de ce réseau, Elon Musk, membre éminent de l'administration Trump, menace de renverser le gouvernement élu d'un État souverain. C'est la définition chimiquement pure d'une ingérence. Si nous ne réagissons pas fortement, nos démocraties ne résisteront pas à la tempête qui arrive. Je fais 100% confiance à Raphaël, nous dit Philippe Béchade, qui s'y connaît comme personne en ingérence. Il a été le conseiller de Saakashvili en Géorgie, un mafieux, et il s'est vanté d'avoir participé au Maïdan dans la foulée qui a renversé un président légitimement élu. Il a soutenu la campagne d'adhésion de la Moldavie à l'Union européenne et approuve toutes les actions de la CIA en Europe. Rafa sur l'ingérence, c'est Marc Dutroux qui dénonce les agresseurs sexuels. Valérie Hayé. L'Europe est à la fois notre devoir et notre chance. L'Europe a bien une place, à nous de lui donner une ambition. Discours déterminé d'Emmanuel Macron à nos ambassadeurs. Oui, c'est ensemble que nous défendrons nos intérêts, nos valeurs et notre sécurité. Ces gens se croient à la mode, avant-gardistes, etc., alors qu'ils ressemblent à des vieilles dames sur un fauteuil à bascule qui radotent « Europe, Europe, Europe ». Ils n'ont toujours pas compris que nous étions juste des larbins d'un pays qui vacille et le reste du monde se fiche de nous. Sinon, peut-on écrire un tweet plus creux que celui-là? C'est pas facile. Une Canadienne remercie Justin Trudeau pour son action politique. Un immense merci à Justin Trudeau pour ses années de service. Il a réussi l'impossible, unir tout le pays contre lui. Grâce à son leadership visionnaire, on a découvert la joie de payer 12 $ pour une laitue, perdu des emplois pour avoir refusé une thérapie génique expérimentale et appris que fuir les crises, comme avec les camionneurs, est une stratégie gouvernementale. Il a détruit des familles, endetté le pays, fait du Canada la risée mondiale et divisé la nation tout en nous donnant des leçons de morale sur l'inclusivité. Bravo Justin, tu resteras jamais gravé dans nos annales. Je pense qu'on pourra écrire à peu près le même message quand Macron partira. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.